Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h bilingue sur Spectrum Télévision à la une ce soir. 41 milliards de francs CFA. C'est le coût du projet de construction d'une voie sur les berges du fleuve Vouri. Voie qui va partir du rond-point d'Aïdo pour allier le rond-point Maéture dans l'arrondissement de Douala 5e. Ce mardi, le maire de la ville, le docteur Roger Bassandine, a dévoilé les contours de ce projet qui vise à faciliter la circulation de près de 3 millions d'habitants que comptent les arrondissements de Douala 3e et Douala 5e, nous dira Oni Ladonnette dans un instant. Ce 15 octobre est jour de célébration de la journée mondiale de la femme rurale. Celle-ci contribue largement au développement de notre pays, affirment de nombreux Camerounais interrogés par notre reporter Inès Pangan à Yaoundé. Et puis en sport, Coupe d'Afrique des Nations 2025 de football. Le Cameroun, comme vous le savez, s'est qualifié pour la phase finale hier. Après sa victoire 1-0 face au Kenya et à 2 journées de la fin des éliminatoires, un constat se dégage. Le sélectionneur Marc Brice est invaincu à la tête des Lions indomptables, ce qui fait grimper un peu plus sa cote auprès des supporters, nous dira Léla Ngonzeux dans la page sportive de ce journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue sur Spectrum Télévision. Ce journal est bilingue et il démarre en langue anglaise avec vous, Christelle Asek. Bonsoir. Good evening, Makidali Dinyotum. Good evening, televiewers. Thanks for joining in on the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. As you heard in the headlines, the Douala City Council is embarking on an ambitious project to construct a new road linking Douala 1 to Douala 5 municipalities. This is to alleviate severe traffic congestion that hampers the city's economic growth. More of the story with you, Oni Ladonnette. In response to the persistent traffic congestion affecting major routes between the Douala 5 municipality and the Douala 1 municipality, the Douala Council has divulged plans for a new road construction project. This strategic development aims to alleviate traffic woes and bolster the region's economy. It entails bringing an alternative solution to the public so they can get to places like Aqua, Bonanjo, the administrative and commercial hub of the city, very fast and also get home fast. The proposed roads, with an estimated cost of over 42 billion CFA francs, will connect Rond-Point Deido to Rond-Point Maitu, traversing the Wouri River. To finance this ambitious 2-year project, Roger Bassandine intends to collaborate with a financial institution with plans to repay the investment over a span of 10 years. Nous avons tenu des discussions nombreuses avec l'entrepreneur qui va mener à accepter. We have had several discussions with entrepreneurs so they can accept that we pay for the start of the project and the other financing will be repaid in the space of 10 years. Et que les 9 dizaines de projets nous puissent les payer par traite annuelle sur 10 ans. The ongoing congestion in key business areas such as Aqua and Bonanjo has resulted in significant financial losses for the region. By implementing this project, it aims to enhance traffic flow and support local economic activities. Économie à présent, import, substitution, les professionnels des métiers de l'agriculture se concertent depuis ce matin à Yaoundé. C'est en marge du conseil agricole organisé par le président du Forum camerounais du service des conseils agricoles, en abrégé CAMFAS. Il est en outre question de réfléchir autour de la restructuration totale du secteur pour un meilleur impact, dit-on, sur l'économie nationale. Plus de précisions avec vous, Olivier Bouzi. Le constat sur le terrain est amer. Les professionnels des métiers agricoles déplorent un déploiement quelque peu désordonné des acteurs. Il y a beaucoup trop d'acteurs qui existent et chacun travaille de façon cloisonnée de son côté. Il est venu le temps que l'on organise tout cela pour harmoniser l'ensemble des conseils qu'on donne aux mêmes bénéficiaires. Quelquefois, vous arrivez chez les mêmes producteurs et plusieurs groupes passent avec des conseils différents, ce qui peut même créer la confusion.
Aussi, il y a le défi de la professionnalisation des métiers agricoles qui devrait permettre aussi de lutter contre l'imposture. Professionnaliser pour que, en fait, on ait une plus bonne visibilité, pour qu'il y ait des modules de formation qui soient les mêmes. Aujourd'hui, quand on dit conseiller agricole, ça peut être un financier, ça peut être un agronome, ça peut être un économiste, et ce n'est pas très clair pour la qualité de service que l'on veut donner. Ce sont quelques axes principaux des échanges qui vont meubler les travaux de la conférence nationale sur le conseil agricole couplé à l'Assemblée générale de CAMFAS ouvert à Yaoundé. Une autre thématique transversale, c'est l'agroécologie. On parle de l'agriculture durable, on parle de la permaculture, on parle de l'agroécologie qui a un impact sur la santé. Comme vous avez vu avec les ODD, Zero Hunger, No One Left Behind. Donc il est important aujourd'hui de retourner à l'agriculture comme à l'époque de l'Antiquité où on combine les produits du sol, on combine les plantes pour mieux améliorer la fertilité de nos sols en réduisant au mieux l'utilisation des pesticides chimiques qui ont un impact très très négatif sur notre santé aujourd'hui. Et le dernier aspect, c'est l'innovation. Les travaux s'achèvent le 16 octobre. Toujours dans le sillage de l'agriculture, reconnaître le rôle de la femme rurale dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ce sont là les objectifs de la journée mondiale de la femme rurale qui se célèbre ce 15 octobre. Dans les rues de Yaoundé notamment, certains habitants apprécient la contribution de celle-ci dans le développement de notre pays. Inès Pangon. Plusieurs la considèrent comme la mamelle nourricière du monde et particulièrement du Cameroun. La femme rurale, dans son labeur quotidien, contribue au ravitaillement des grandes métropoles et partant au développement de la nation. Elle qui part au champ, c'est elle qui rentre, elle prépare. Dans les villages par exemple, c'est les femmes qui font tout. C'est les femmes qui font tout. Elles font des cultures, elles envoient ici en ville pour vendre et c'est avec ça qu'elles nourrissent les enfants. Les mamans du village là, ils cultivent seulement pour nous envoyer peut-être, par exemple ici en ville, on essaye aussi de vendre pour avoir peut-être nos 100 enfants ou bien pour élever nos enfants. Ce sont les femmes là qui approvisionnent la grande métropole parce que les femmes de la ville ne savent pas arrêter les machettes, ne savent pas arrêter les roues. Seulement, il faudrait que des actions soient menées pour faciliter son travail. Veiller à ce qu'elle soit propriétaire de lopins de terre cultivables, qu'elle ait à sa disposition les ressources agricoles nécessaires. La façon de travailler ne soit pas seulement trop manuelle, il faut apporter les instruments comme les appareils, les motoculteurs, même les véhicules. Et développer les infrastructures routières pour faciliter le transport des vivres vers la ville. Les routes sont gâtées, il n'y a pas moyen d'amener la nourriture en ville. Comment est-ce qu'on peut rendre l'arrière-pays accessible par des routes? On n'est pas obligé d'avoir des routes bitumées, mais on peut toujours avoir des routes en terre, mais où on s'applique et on travaille bien sur ces routes de manière à ce qu'elles puissent être circulables par des véhicules et autres qui peuvent donc maintenant permettre à ces femmes de la zone rurale de pouvoir vivre de leur dur labeur. Ce 15 octobre est la journée mondiale de la femme rurale. Une occasion pour célébrer et reconnaître son rôle dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. En Afrique, 40% de la main-d'œuvre agricole est constituée de femmes et transforme 80% des produits agraires. Santé, octobre, mois rose, mois dédié à la lutte contre le cancer. Et plus vite vous êtes dépisté, mieux sera votre prise en charge. L'hôpital Akintini de Douala vient en effet de lancer une campagne de dépistage gratuit du cancer du sein et cancer du col de l'utérus. La campagne qui doit durer une semaine voit la présence de nombreuses femmes. Léla Rengonze. Qui dit Octobre Rose dit sensibilisation des femmes sur l'importance du dépistage préventif
pour ce qui est du cancer du sein et de celui du col de l'utérus. Mais de plus en plus aujourd'hui, la sensibilisation concerne également les hommes, ceux-ci pouvant être sujets au cancer des pectoraux, bien que les cas soient rares. C'est pour sensibiliser les femmes, pas seulement les femmes, même les hommes. Les hommes ont des cancers des pectoraux. Donc c'est pour sensibiliser et les habitants de deux sexes de venir se faire dépister. Vraiment surtout les femmes. Parce que nous constatons aujourd'hui que le cancer du sein, comme le cancer du col de l'utérus, fait des ravages. Comme il est de coutume en cette période de l'année, l'hôpital La Quintini de Douala a ouvert ses portes depuis le début de ce mois pour une vaste campagne de dépistage. Au niveau, c'est la prise des paramètres. Ça veut dire que nous prenons les tensions des dames. Nous prenons aussi le taux d'hémoglobine pour savoir si elles sont anémies ou pas. Ensuite, nous avons l'orientation vers les différents gynécologues qui sont dans cette campagne de dépistage. Et puis, nous avons les conseils pratiques en ce qui concerne le cancer du sein et de l'utérus. Que faire si au terme du dépistage, on réalise qu'on a un cancer? La procédure est très simple. Nous faisons le suivi par les oncologues. Pas gratuitement, bien sûr. Nous faisons le suivi. Il y a des radios, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'étapes. Ces étapes-là, l'hôpital ne peut pas supporter. La femme doit un peu débourser quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous puissions dépister tôt. Puis les taux dépistés, puis nous prenons la prise en charge est facile. Tout est donc dit. D'ailleurs, les équipes de l'hôpital La Quintini de Douala n'attendent plus que vous. And still in Douala, the women of Clean City have transformed their communities, leading Douala 3 municipalities to be recognized as the fourth cleanest city in Cameroon and the cleanest in Wuri. Onila Donet tells us more. Awarded the title of the cleanest municipality in the Wuri division on October 3, the Douala 3 subdivision ranks fourth in the National Clean City competition. This achievement has been celebrated by advocates of this vision, the Clean City women, alongside Mayor Valentin Epupa. Venus ici aujourd'hui pour célébrer la victoire de We are here to celebrate our municipality's win. As you may know, we were named the cleanest subdivision in Wuri, and we are now fourth at the national level. Et nous sommes quatrième national. This marks a significant leap from the special jury prize won in 2023. The key to this success lies in the dedication of a devoted women's group comprising over 700 women organized into teams. Their collective efforts have been instrumental in promoting cleanliness and sustainability within the community. Ici, à Douala 3e, nous sommes organisés en coordination. At Douala 3, we work in coordination. There exist 14. It is headed by coordinator and assisted by vice coordinator. It's divided into teams. In Douala 3, we have over 700 women. These are just few present. Those close to the administration. Qui sont là, celles qui sont proches du centre administratif. Cleaning activities are conducted year-round, 4 days a week, focusing on drainage maintenance, weeding, and sensitization campaigns amongst other initiatives. Nous avons commencé aujourd'hui à 6 heures. We worked from 6 a.m. to 9 a.m. today. Our work consisted of weeding grass, and we work 4 times a week. On Tuesdays, Wednesdays, Thursdays and Fridays, we're a group of 15. Nous sommes 15. The Clean City competition is organized by the Minister of Housing and Urban Development. Du 7 au 8 octobre dernier, le Premier ministre représentant le Président de la République a pris part à la toute première édition de la conférence de Hambourg sur le développement durable. Joseph Diangouté, qui conduisait la délégation camerounaise, en a profité pour accorder une audience à son homologue de la République démocratique du Congo. Reportage. À l'invitation du chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre camerounais représentant le chef de l'État a pris part à la première édition de la conférence de Hambourg sur le développement durable.
Conférence qui s'est tenue du 7 au 8 octobre 2024 à Hambourg en Allemagne. Joseph Diongouté conduisait la délégation camerounaise à ce forum qui a regroupé près de 1600 représentants de plus de 100 pays afin de discuter sur les stratégies de mise en œuvre des objectifs du développement durable fixés par les Nations Unies. En marge de ces travaux, le Premier ministre camerounais a reçu en audience son homologue de la République démocratique du Congo. Nos deux pays ont des liens historiques très forts, des liens culturels très forts. Et donc, nous pensons qu'il faut que nous puissions mutualiser tous ces liens pour avoir des échanges encore plus profonds. Nous pensons que nous avons deux pays très riches, très diversifiés et avec une jeunesse très active, très bien formée. Et nous pouvons aller loin si nous mettons nos efforts en commun. Je pense qu'il était important aussi d'échanger sur les différentes problématiques que nous avons dans le cadre du développement, que ce soit en termes environnementaux. Aujourd'hui, la République du Cameroun a signé un mémorandum d'accord dans le cadre du café. La RDC y est déjà, a certaines alliances aussi, toujours dans le cadre de l'environnement, avec d'autres pays comme le Brésil et l'Indonésie. Donc il est important de voir comment ensemble nous allons pouvoir échanger sur cette question de la position de l'Afrique. Donc nous avons un peu parcouru nos différents domaines où nous pouvons nous appuyer, avoir un partenariat gagnant-gagnant. Surtout que les deux parties veulent poursuivre les discussions sur les différents défis qui interpellent la sous-région Afrique centrale. And away from our local news, we now take on our international stories where the American couple, Tyler and Nikki Shea, are trying to keep the world's focus on the war in Ukraine in their own unique way by running over 1,200 kilometers across Ukraine. More of the story with our Voice of America partners. Americans Tyler and Nikki Shea came to Ukraine from the U.S. state of California. They are in the middle of running from the Romanian border in western Ukraine to Zaporizhia in the war-ravaged east, a total of 1,200 kilometers. In the U.S., they work as construction business brokers. They had been athletes in college and had stayed active since. 6 months ago, despite their parents' concerns, the couple came to Ukraine for the first time. They were not very excited at first that we were coming here. My parents were very nervous. Tyler's parents were very nervous. Friends and family were scared for us as well. The Chees decided to come to Ukraine after meeting with Ukrainian refugees in California. It really touched our hearts. I mean, we've cried together with people there whose families were touched and who'd lost fathers and whose husbands were here and wives and children were there. In early September, the Chees arrived in Ukraine for the second time, this time with the intention of running a super marathon to raise money for Ukraine, even though Tyler Shea says the idea of running thousands of kilometers was daunting. It is very challenging, and I believe when you're doing something very challenging, you need a strong reason why. I feel like there's a million excuses that are running through my head, but our strong reason why is for the Ukrainian people. The couple started their super marathon at the Romanian-Ukrainian border on September 6th. They run 42 kilometers a day for 5 days in a row, then rest for a few days over a span of 6 weeks. I just have a hope that this really does support the people of Ukraine at the end of the day. I'm really trying not to think about myself in this situation. It's very difficult for me and my wife, but my greatest hope is that it truly does make a difference here in Ukraine. The charity run called Don't Can't for Ukraine was organized by the couple's friends Ryan and Mila Bircher. Ryan Bircher, the co-executive director of the California charity Reaching Beyond Ourselves, stays next to the runners the whole time on his bike. I first came to Ukraine in 2018, and I came here with my wife. We fell in love with our friends in Mariupol, and when the war escalated in 2022, we just felt like we had to be here to walk alongside them, and that's why we're here now.
When the charity run is complete, the couple will have run about 30 marathons. They hope their formidable effort will remind the world that the war in Ukraine is still going on and that Ukrainians need help more than ever. For Tatiana Kukurika in Khmelnytsky, Ukraine, Anna Rice, VOA News. L'actualité africaine aujourd'hui au Mali, maintien en détention du militant Étienne Sissoko. Au Kenya, un tribunal valide la procédure de destitution qui vise le vice-président. Et puis, bassin du Nil, accord historique sur la gestion équitable et durable des eaux. Le résumé de l'actualité africaine de ce jour, c'est avec la Voix de l'Amérique une fois de plus. Le tribunal kenyan a validé mardi la procédure de destitution inédite visant le vice-président Rigathi Gachagua. Il est accusé notamment d'insubordination et de détournement de fonds. La justice malienne a maintenu en détention lundi Étienne Fakaba Sissoko, un universitaire et militant politique connu et auteur d'un livre critiquant la communication de la junte au pouvoir. L'ONG Human Rights Watch a alerté mardi de graves atteintes aux droits humains dans les centres de détention par les autorités rwandaises. L'ONG dénonce l'impunité dont bénéficient les responsables. Un accord historique entre plusieurs pays du bassin du Nil sur la gestion équitable et durable des eaux du fleuve est entré en vigueur malgré l'opposition de l'Égypte. Sport football, comme vous le savez, le Cameroun, à moins de 2 journées de la fin des éliminatoires, est qualifié pour la phase finale de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Le sélectionneur Marc Brice, toujours invaincu à la tête des Lions indomptables, en 6 rencontres avec l'équipe Fagnon du Cameroun, le technicien belge n'a toujours pas perdu de match. Des résultats qui font grimper un peu plus sa cote auprès des supporters. Léla Renganzu. 6 matchs, 4 victoires, 2 matchs nuls, 11 buts marqués pour 3 encaissés. Tel est le premier bilan affiché par Marc Brice depuis son arrivée à la tête des Lions indomptables comme entraîneur-sélectionneur. Il a vraiment essayé de relever cette équipe que à chaque fois quand on demandait à Rigobert Song-Banak comment se portent les Lions, il était toujours tenté de nous rencontrer que non, c'est une équipe en construction. Mais avec Mabri, on voit que ce n'est pas le cas. Il est en train de réellement faire son travail. Vu que le président de la FECAFOOT n'entre plus au vestiaire pour frustrer les joueurs, vraiment j'apprécie beaucoup. C'est vraiment un guerrier. C'est un coach et c'est un guerrier. Nous on l'apprécie beaucoup. C'est un entraîneur qui est malvenu au pays parce que bon, il a adopté une mauvaise stratégie pour aborder les Camerounais. Mais au fond quand même, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc j'apprécie bien son jeu. Ça faisait longtemps, on attendait la qualification toujours la veille de la compétition, mais cette fois-ci, on a cette qualification à 2 journées avant, puisqu'on a encore la Namibie et le Zimbabwe qu'on va affronter, dont Marc Brice nous rassure plus tôt. Sur 12 points, nous avons pris 10, un bilan déjà très satisfaisant. Vous-même, vous voyez que la sérénité est là. Les joueurs s'aiment déjà entre eux, il n'y a plus de désordre. Des résultats obtenus dans un climat pour le moins tendu. D'abord, il veut donner une chance à tous les joueurs, les anciens comme les nouveaux, surtout les anciens, ceux qu'on a négligés, comme les Bassogo, les Ngade-Gatui, les joueurs là qui ont une personnalité, non, qui savent dire non. Ces autorités de la FECAFOOT puissent le laisser travailler et l'encourager, faire en sorte qu'il puisse travailler avec son assistant, parce que quelqu'un ne peut pas travailler sans son ombre. Si tu marches et que tu ne vois pas ton ombre, c'est que tu es en danger. Oui, c'est de ça qu'il s'agit un peu. Et dans le jeu, la touche Marc Brice se ressent-elle déjà? En 6 matchs, il a utilisé 9 joueurs en plusieurs reprises. Donc nous voyons qu'il veut construire un compartiment soudé autour d'une équipe type des Lions indomptables du Cameroun. Nous voyons les Lions qui alignent déjà plusieurs passes. Ce que nous n'avons pas vu depuis fort longtemps. Rappelons-nous qu'avec Rigobert Song, les Lions sautaient les compartiments de jeu. Mais nous voyons les Lions maintenant qui construisent un plan de jeu collectif. Nous avons vu le Cameroun face à la Namibie, face au Kenya en aller-retour. Nous, comme certains le disent, Marc Brice c'est l'ajout de Carlos Baleba, mais non, les Lions essaient de construire le jeu avec les passes en 1-2.
plusieurs touches de balle et puis il ne saute pas les compartiments. Il marque les buts sur des jeux collectifs bien construits. Le fond de jeu de notre équipe n'est pas si vraiment appréciable parce que quand je regarde par exemple le Maroc, le Sénégal, disons l'Afrique du Sud, vous voyez que leur fond de jeu est vraiment classé et ils savent là où ils veulent passer. Et par contre chez nous, hier on regardait le match, les joueurs ne parvenaient pas à aligner 2, 3, 4 passes. Je ne peux pas encore tellement jouer au fond du jeu parce que nous n'avons pas encore rencontré les grandes nations. C'est quand nous allons rencontrer les grandes nations que je pourrais jouer le fond de jeu. Et quand on essaie d'analyser l'ancien système et le nouveau système, on se rend compte que les gars se donnent à fond, ils jouent très bien, les passes circulent librement et le résultat est visible sur le terrain. C'est la raison pour laquelle nous enregistrons beaucoup de victoires ces derniers temps. Marc Brice reste donc invaincu en attendant les prochains matchs retour contre le Zimbabwe et la Namibie. We continue talking sports in this newscast. In a historic gathering, the littoral section of the Cameroon Sports Journalists Association has convened its first General Assembly meeting in Douala with Arafat Ekunga, its national president, in attendance, with the aim to unite its members, discuss essential amendments to governing texts, and foster a collaborative spirit within the organization. Highlights of this event in the following report. The newly elected Littoral Regional Bureau of the Cameroon Association of Sports Journalists has convened its General Assembly, marking a significant milestone in the organization's effort to enhance its operations and member engagement. Chaired by the newly appointed President Edouard Penda, this assembly provided a vital platform for open dialogue between the new leadership and the association's members. During the gathering, attendees engaged in meaningful conversations centered on various aspects of the association's operations, including the challenges it faces and the opportunities available for growth. Recognizing the littoral region's importance within the national framework, President Penda highlighted the necessity of mobilizing and reintegrating all members in order to strengthen the association's impact and reach. A key topic of discussion was a process for obtaining the Cameroon Association of Sports Journalists cards, as well as the International Sports Press Association cards. The Bureau is committed to streamlining this process in order to ensure that all journalists can access these essential credentials, which are crucial for their professional development and recognition within the industry. In addition to addressing membership concerns, the new Bureau expressed its ambition to secure sponsorships and partnerships that will facilitate various activities. These initiatives aim to provide journalists with valuable training opportunities and workshops, ensuring that they stay updated with industry standards and practices. Looking ahead, the team announces plans to engage with regional authorities to share these exciting projects and initiatives. This outreach is intended to foster collaboration and support from local stakeholders, further enhancing the association's capacity to serve its members effectively. The General Assembly was notably attended by the National Bureau President. It has been organized on Saturday, October 12, 2024. And that report wraps it up for the broadcast tonight. Thanks for tuning in. We appreciate your time with us. Do have a pleasant evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night. Good night, Makeda Lydie Newton. Au revoir, Christelle Assek. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir.